Aujourd'hui, nous allons continuer le travail que nous avons commencé la dernière fois, le travail sur les soldes intermédiaires de gestion. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier la notion de valeur ajoutée globale, de EBG global, autrement dit excédent brut global, et de la CAFG ou capacité de financement global. Donc nous allons étudier ces trois notions aujourd'hui pour que nous puissions lever le distinguo qui existe entre la valeur ajoutée du compte de résultat et la valeur ajoutée globale. Alors, c'est quoi la valeur ajoutée globale? Eh bien, la valeur ajoutée globale, c'est le surcroît de valeur généré par une entreprise lors de ses opérations avec les tiers. Alors, cette valeur ajoutée globale est un bon indicateur de création de richesse, de taille, de degré d'intégration de l'entreprise dans son secteur d'activité. Et pourquoi nous étudions cette valeur ajoutée globale? Parce qu'évidemment, nous avons dit que la valeur ajoutée du compte de résultat ne concerne que l'exploitation de l'entreprise. Et vous allez constater que lorsqu'on calcule la valeur ajoutée, bien qu'elle crée la richesse, mais juste une richesse créée au niveau de l'activité exploitation. Or, il s'avère que dans une entreprise, il y a trois types d'activités. Il y a l'activité d'exploitation, il y a l'activité financière et l'activité exceptionnelle, encore appelée hors activité ordinaire. Donc, la valeur ajoutée sera donc une valeur holistique qui englobera l'exploitation, l'activité financière et justement l'activité exceptionnelle. C'est pourquoi nous allons calculer cette valeur ajoutée globale en tenant compte bien sûr de tous ces éléments. Mais n'oublions pas également que cette valeur ajoutée globale permet à l'entreprise de faire la répartition de la richesse avec tous ses partenaires. Donc, pour faire la répartition de la richesse d'une entreprise, il faut trouver d'abord la valeur ajoutée globale. C'est elle qui permettra la répartition de la richesse entre l'entreprise et ses partenaires. Et parmi ses partenaires, nous avons cité l'État, les créanciers, les actionnaires, le personnel. Voilà. Donc ce qui restera, donc le reliquat, c'est ce qu'on va appeler la part de l'entreprise. Ainsi donc, pour calculer cette valeur ajoutée globale, nous allons faire ceci. Valeur ajoutée du compte de résultat, je compte comme ça, du compte de résultat, plus les produits financiers, les F, on va accepter dans ces produits financiers, donc on ne va pas prendre en compte les provisions, donc les reprises, donc, sauf les reprises. Pourquoi? Parce que les reprises sont des produits non encaissables. On va soustraire les charges financières et on va dire sauf les DAP, donc les dotations aux amortissements et provisions, et bien sûr les intérêts des emprunts. On va appeler ça comme ça, intérêt. Intérêt est abrégé par petit i. Donc on va donc enlever, donc on va prendre en compte les charges financières, on ne prendra pas en compte les DAP et les intérêts des emprunts. Et on va ajouter les produits hors activité ordinaire, on va dire comme toujours, sauf les PCEAI. PCEAI. PCEAI, c'est produit de cession des éléments d'actifs immobilisés. Moins les charges hors activité ordinaire, sauf les VCEAI. Donc, les valeurs de cession des éléments d'actifs immobilisés. Tous ces termes, j'avais expliqué lorsque nous avons fait la vidéo sur les soldes intermédiaires de gestion. Alors, cette opération nous donnera donc la valeur ajoutée globale. Voilà comment on trouve la valeur ajoutée globale. Donc, on prendra d'abord la valeur ajoutée du compte de résultat. On va ajouter les produits financiers, sauf les provisions, les reprises sur provisions, moins les charges financières, sauf les DAP et les intérêts des emprunts, plus les produits hors activité ordinaire, sauf les PCEI, moins les charges hors activité ordinaire, sauf les VCEI. Voilà la valeur ajoutée globale.
Alors, une fois trouvé cette valeur ajoutée globale, on pourra maintenant faire la répartition de cette richesse créée. Parce que la richesse holistique générée par l'entreprise, ce n'est pas la valeur ajoutée du compte de résultat, mais c'est plutôt la valeur ajoutée globale. Pourquoi? Je reprends. C'est parce qu'elle prend en compte non seulement les activités d'exploitation, mais aussi et surtout les activités financières et les activités exceptionnelles. Alors, comment se fera la répartition? Nous allons donc mettre ici, on va donc extirper de cette valeur ajoutée globale la part de l'État. Part de l'État. Donc l'État aura sa part. La part de l'État est représentée par quoi? Par l'IS. Donc l'État aura l'IS. On va enlever dans cette valeur ajoutée globale, on va enlever la part des prêteurs. Donc les prêteurs, ce sont les créanciers. Les prêteurs. La part de prêteurs, ce sont bien sûr les intérêts des emprunts. Voilà. Vous comprenez pourquoi on a fait enlever? On a fait pris en compte les intérêts d'emprunt dans le calcul de la valeur ajoutée globale. Donc ici, la part des prêteurs représente bien sûr les intérêts des emprunts. Nous aurons également la part des actionnaires. Donc part des actionnaires. Donc au moins la part des actionnaires. Alors, la part des actionnaires, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc, les actionnaires auront des dividendes. Voilà. C'est la part des actionnaires. Alors, nous allons continuer ici. Bon, c'est vrai qu'on peut continuer. Voilà. Donc, moins la part des salariés. Okay, on va dire la part du personnel. La part du personnel. Et le personnel aura quoi? Le personnel aura salaire, okay, ou bien on va dire les charges du personnel, plus les charges du personnel, nous avons dit, et les salaires et traitements, plus les charges sociales. Donc nous aurons les charges du personnel, on abrège par CP, plus la participation des travailleurs. Voilà, travailleurs. Donc je mets W. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de physique, vous allez comprendre qu'en physique, on abrège travail par W, on ajoute hier, donc la participation des travailleurs. Et ce qui va rester après avoir extirpé tout ça de la valeur ajoutée globale, on va appeler ça la part de l'entreprise. Donc après qu'on ait enlevé la part de l'État, la part des prêteurs, la part des actionnaires et la part du personnel, il nous restera donc la part, bien sûr, de l'entreprise. Donc, on va mettre une barre ici. Ce qui donne donc la part de l'entreprise. Donc, ce qui donnera donc la part de l'entreprise. Part de l'entreprise, je comprends. Or, la part de l'entreprise est consacrée à quoi? À l'autofinancement. Autofinancement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc nous avons de la valeur ajoutée globale, on a fait la répartition de la richesse, on a réparti la richesse créée, et ce qui nous reste après avoir réparti la richesse, ça sera dans la part de l'entreprise. Or, ce qui reste pour l'entreprise est consacré à l'autofinancement. L'entreprise peut maintenant s'auto-financer avec la part qui lui reste. Voilà le bien fondé de la compréhension de cette notion de valeur ajoutée globale. Et nous avons dit que, en dehors de cette valeur ajoutée globale, on peut également déterminer l'excédent brut global. L'excédent brut global, c'est quoi en fait? C'est bien sûr un indicateur qui permet de déterminer la performance globale de l'entreprise. N'oublions pas que nous avons dit que l'EBE permettait de déterminer la performance de l'entreprise, mais ici, nous allons voir la performance globale de l'entreprise. Alors, comment on va faire pour trouver cette performance globale? Nous allons faire ceci. La valeur ajoutée globale que nous avons trouvée, on va extirper la part, on dit, la part du personnel. N'oublions pas que la part du personnel est constituée des charges du personnel plus les participations.
j'abrège comme ça, participation. Donc, valeur ajoutée globale moins la part du personnel sera égale donc à l'EBG, excédent brut global, ou on peut coécrire excédent brut d'exploitation global, c'est la même chose. Donc la valeur que nous allons trouver en extirpant de cette valeur ajoutée globale nous donnera l'excédent brut global qui n'est autre que la performance globale de l'entreprise. Mais en dehors de ça, on peut également trouver la CAF globale, de la CAF-G. Alors la CAF-G également, on va la calculer sur la base de l'excédent brut global que nous avons trouvé. On fera quoi? De cet indicateur qu'on appelle EBG, on va extirper donc la part de l'État, donc moins la part de l'État, moins la part des prêteurs, c'est ça qui nous donnera donc la CAF-J. Donc la capacité d'autofinancement global. À quoi sert cette capacité d'autofinancement global? Eh bien, elle sert à rémunérer les dividendes. Si nous voulons rémunérer les dividendes de notre entreprise, on ne va pas rémunérer les actionnaires sur la base du résultat net. Non, ce n'est pas possible. Même pas sur la base de la capacité de financement tout court, non. Il faut d'abord que nous puissions calculer la capacité de financement global. C'est cette capacité de financement global qui nous permettra d'avoir, bien sûr, la part des actionnaires qu'on appelle dividendes. Et j'allais également préciser une chose, c'est que l'autofinancement est différent de la capacité d'autofinancement. Il y a une différence qui existe, bien sûr. Alors, c'est quoi l'autofinancement? Eh bien, l'autofinancement, c'est la capacité qu'a une entreprise de s'autofinancer. Autofinancement. Comment on calcule ça? Eh bien, on calcule l'autofinancement en faisant CAF. Dans la CAF, on a trouvé capacité de financement moins dividende. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas enlevé les dividendes, l'autofinancement n'est pas égal à la capacité de financement. Pour que ça soit égal à la capacité de financement, il faudrait que nous nous trouvions dans une entreprise où on ne répartit pas, où on ne distribue pas les dividendes. Donc, si nous avons les actionnaires, il faut d'abord enlever les dividendes pour qu'il nous reste l'autofinancement. La CAF, nous savons comment la trouver. Nous avons dit qu'elle se calcule par deux méthodes. Voilà. Donc, voilà, chers amis, ce que je tenais vraiment à expliquer. Il faudrait vraiment que nous puissions être capables de maîtriser ces notions parce qu'évidemment, nous avons dit qu'il faut que nous puissions créer des entreprises. Mais ne peut créer des entreprises que les entrepreneurs. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'abord créer des entrepreneurs. Parce que ce sont les entrepreneurs qui doivent créer des entreprises. Et quand on crée une entreprise, il faut qu'on soit en mesure de maîtriser la finance d'entreprise. Si nous ne maîtrisons pas la finance d'entreprise, nos entreprises ne mettront pas du temps, elles vont faire faillite. Il a été démontré que près de 93% des entreprises en Afrique n'atteignent pas leur 5e anniversaire. C'est dommage. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, ceux qui créent des entreprises n'ont pas de notion de finance d'entreprise. Et pourtant, on veut devenir riche. On ne peut pas devenir riche sans apprendre. Il faut que nous apprenions la finance d'entreprise. Et notre but, c'est de faire ce travail-là pour aider les jeunes entrepreneurs à maîtriser les notions de la finance d'entreprise afin de sortir nos pays de la difficulté ou des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore, ou ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demanderai de vous abonner. Mais ceux qui ont aimé la vidéo, ils n'ont pas liké. Voilà, il faut liker pour nous encourager également à continuer à faire d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.